Cette semaine, dans le balado, le temps passe, on survit entre frères et on rentre à la maison. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, on rentre à la maison entre frères, quasiment. Oui, ouais. J'aurais pu effectivement extrapoler. Donc, semaine assez... je dirais pas tranquille. Non, mais il n'y a pas de gros blockbuster Non, ou de le film tant attendu. En fait, ça sera peut-être la semaine prochaine, ça, on s'en reparlera. Ouais, c'est comme une petite semaine de répit. En parlant de ça, je dis toujours d'entrée de jeu, d'un coup que vous attendez. Anora, on en parle la semaine prochaine, lorsque j'aurai l'occasion de le voir, puisque le 8 novembre, il va ouvrir un peu plus largement au Québec, mais je sais qu'il est déjà à Montréal. Et si vous nous écoutez de New York, je pense que vous y avez accès. Voilà. Donc, oui, ça, j'ai bien hâte de revenir sur ce film-là. Petit tour d'actualité. T'avais-tu quelque chose? J'ai un genre de question du public. D'accord, vas-y. C'était discussion avec collègues et auditeurs du balado. Oui. Et on parlait de Spider-Man, parce que j'ai oublié de noter, mais on s'est parlé qu'ils annonçaient le 4e film et tout, puis Sony a même mis la date à leur calendrier officiellement, qui est comme juillet 2026, je me souviens plus lequel des vendredis précisément. Oui. Puis là, après, on parlait des pouvoirs de Spider-Man, pas nous, mais hors balado. Puis je me disais, est-ce qu'un de ses pouvoirs, c'est de résister au froid? C'est-à-dire que l'hiver à New York, c'est quand même fret. Puis ça n'a pas rapport avec l'histoire, on sait pas c'est quoi, mais ça ne sera sûrement pas un film de Noël, mais est-ce qu'il existe dans l'univers comic book, des fois il y a de la neige, puis c'est super humide, New York, c'est vraiment fret, puis est-ce qu'il y a des affaires de Spider-Man, il y a froid, puis il met un manteau, ou c'est comme, il est implacable à ça? Il se met pas de manteau, mais là, ça fait déjà un petit bout que ça remonte mes lectures de BD de Spider-Man, mais oui, il y a des périodes qui se passent à l'hiver, durant Noël, les fêtes, même dans la pluie, tout ça. Puis, de souvenirs, oui, je pense qu'il y a des enjeux de costumes tout trempe puis de trucs comme ça, là, mais explicitement au froid lui-même... De bas mouillés. Ouais, c'est ça. Le froid lui-même, je ne suis pas certain. Ça fait peut-être partie de ses super pouvoirs. Là, peut-être. Implacable. À ça. Mais je pense que ça fait surtout partie des conventions de la bande dessinée que les super-héros. Parce qu'écoute, t'en as... c'est comme Robin qui est en collant complètement. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis même dans la nuit froide de Gotham, il est comme ça aussi. Là, le plus vieux, là, évidemment, le plus vieux costume. Ouais, il neige à Gotham. Des fois, en tout cas, dans les films de Tim Burton, il y a de la neige dans le deuxième. Puis, Alors, voilà. Mais il n'y a pas Robin dans le deuxième film, mais en tout cas, bref. C'est pas... Gotham est comme un genre de New York, justement, fait que je pense qu'il y a tous les climats, là. C'est pas une ville du sud de la Californie. C'est New York, en fait. C'est ça, c'est l'alter ego de New York. Parlons comme de... Mégalopolis. New Rome. New Rome dans Mégalopolis. Ouais. Parlons de super-héros des temps modernes, Tom Cruise. Ouais. Pas pire lien. Annoncé son prochain film et ça peut paraître un peu surprenant parce qu'il va faire équipe avec Alejandro Inarritu. OK, oui, quand même. Donné The Revenant, qui est derrière son dernier film en anglais, qui remonte, que j'avais noté ici, 2015 quand même. Donc, il a tourné plus souvent dans sa langue d'origine, en espagnol. Évidemment, un projet top secret, donc on ne connaît pas du tout la prémisse. Mission Impossible? Je ne crois pas. Qu'est-ce que je veux par top secret? Oui, ça, j'y avais même pas pensé. Parce qu'on sait que la franchise, normalement, va s'arrêter avec Mission Impossible, avec le prochain. D'ailleurs, Tom Cruise a aussi quitté Paramount Pictures parce que c'est son premier projet avec la Warner qui a signé un gros contrat. À l'affiche, il va y avoir également à ses côtés Sandra Hüller. Ah ouais, qui, je pense, va commencer on va commencer à la voir plus du côté des Américains, j'ai l'impression. Après Anatomie d'une chute et The Zone of Interest. Fait que c'est fait beaucoup remarquer, évidemment. Pas de date de sortie. Elle va faire un genre de... Mads Mikkelsen aussi, là, il avait fait ça, là, des triomphes danois, puis là, on le ramène. Mais Cruise, c'est pas la première fois qu'il va chercher aussi des actrices. Il est allé chercher Penelope Cruz, entre autres, pour Vanilla Sky. Oui, mais c'était un remake du film, puis elle était dans l'original. Oui, mais je pense que c'est son premier film américain. C'est ça, mais je veux dire, ça aurait été... décision audacieuse de la remplacer. Pourquoi ils ont pris Cameron Diaz au lieu d'une autre? C'est parce qu'ils ont transformé le film en version anglaise. Là. Fait que ça a bien à donner que Penelope soit même polyglotte ou bilingue. Tout à fait. Puis Rebecca Ferguson aussi, qui est allée chercher pour ses Missions Impossibles, l'actrice suédoise.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, je le considérais britannique. Ouais, non, ouais. c'est ça. Donc, quand même. Puis là, je sais pas si c'était lui qui était responsable, mais pour la Mission Impossible, il n'y avait pas une Française. Ben oui, tu avais Emmanuel Béard, Ben oui, effectivement. Oui, je pense qu'il y avait son mot à dire vu qu'il était producteur du film. Fait que bref, le tournage doit s'amorcer prochainement. Fait que peut-être une sortie 2025, tout dépendant s'il y a des effets spéciaux ou non. 25, mais fin 25, fin 25. là, parce qu'il justement, il va sortir Mission Impossible. C'est sûr qu'il... Ben, Ouais, en c'est tant vrai que producteur, il a un peu le contrôle de ne pas se mettre deux films d'impact. Parce que l'autre, c'est mai, lui, tout dépendant s'il positionne pour les Oscars, mais ça pourrait être 2026, effectivement. Ouais, puis Naruto n'a pas l'habitude de sortir des films d'été. Là. C'est pas... Non. Pas juste parce qu'il y a de la neige dans le revenant, mais je veux dire... C'est pas du film à popcorn, non, c'est ça, dans le sens traditionnel du terme. Voilà. Mais parlant de films de popcorn, on a annoncé une troisième suite. Donc, mais le quatrième film dans l'univers de Jumanji. Ah ouais, OK. Ouais, aussi, ça fait longtemps, 2019 quand même, c'est cette deuxième suite avec The Rock et Jack Black et compagnie. Oui, ça fait longtemps. C'est vrai que l'univers Jumanji est propre à lui, mais je trouve qu'il y a quand même souvent des films pour ce genre de public. T'sais. On a eu Jungle Cruise, Croisière dans la jungle, il va y avoir un film de Minecraft, il y a Opération Code Rouge aussi, qui est des créateurs de... effectivement, c'est Jake Kasdan. Et voilà, fait c'est un peu le même public, là, aventure familiale. Puis, les deux films étaient très sympathiques, fait que je pense qu'il y a matière probablement à conclure en fait leur trilogie, parce que c'est ce que Jake Kasdan a annoncé, ça va être vraiment... C'est un plus grand succès pour Kevin Hart que Borderlands. Oui, tout à fait. Donc, 11 décembre 2026 quand même pour Jumanji 3, fait que c'est pas l'an prochain, mais dans 2 ans. J'ai souvenir que le 2 était aussi sorti au temps des fêtes. Oui. Ça se peut-tu? Oui. Ou début janvier? Ou non, littéralement. Non, mais ça me c'était Noël, moi, ça, effectivement. Sinon, aussi, parlant de suite qui ça fait très longtemps, Scary Movie 6. Quoi? Qui vient d'être annoncé. On repart la franchise. Les Wayans. C'est les 3 frères qui reviennent, parce que donc c'était Keenan Ivory, Marlon puis Sean Wayans qui avait produit, avait scénarisé et réalisé. 2 frères. Non, ce sont 3 frères. Qui avaient fait les 2 premiers films de Scary Movie, puis après ça, c'était d'autres qui avaient poursuivi. Fait que ça me fait qu'il y en a eu 5 au total. Je me rappelle plus du 5 quand est-ce qu'il était sorti, mais le premier, c'est 2000, fait que ça fait 24 ans. Ça va être pour le 25e anniversaire, parce que ça va être l'an prochain. Fait qu'on commence le tournage là. Ils sortent ça, j'imagine, octobre prochain, probablement. Peut-être, probablement, effectivement. Ou à l'été. En tout cas, depuis, justement, il y a une bonne rasade de films disponibles pour faire des clichés et clins d'œil. Reste à savoir, ça va être quoi la trame principale duquel ils vont se baser. Là. Ouais, je pense comme les films que... Je sais pas s'ils vont retourner au Scream, littéralement. T'as pas le choix, je pense, de l'inclure parce que Scary Movie est tellement identifié à leur Ghostface à eux. As-tu déjà vu ces films-là? Moi, j'avoue que j'ai manqué le phénomène. Moi, j'étais dans l'âge, là, justement. J'avais exactement 15 ans. Fait que 1, 2, 3, assurément. Les autres, je suis pas certain. Okay. Ouais. Je me souviens que je pense que c'est dans le... dans le 2, il était pas mal pogné dans une maison, puis c'est là la fameuse la petite main plus forte, là, un peu dégueulasse du servant, puis tout. Puis le 3, je pense que c'est là qu'il y avait Charlie Sheen, puis Simon Rex, puis il se moquait plus de Signs, puis des trucs comme ça. Ouais, exact. Puis, fait 4, je suis pas sûr. Ah, puis Anna Faris, là, c'est à partir du 3 qu'elle est là. Je pense que 1 et 2, c'est ça, c'est les Wayans, puis après ça part à gauche. OK. Quand même, je regardais ça, les films ont généré les 5 premiers films à 900 millions au box-office mondial. Ouais, puis ça, c'est en cinéma, ça fonctionnait à côté. Là. Ouais. Mais les DVD, les VHS, ça vendait début 2000 là, aussi. Là. Tout à fait. Donc, il y avait une deuxième vie très lucrative pour ce genre de médias. Et reculons encore même dans le temps pour une nouvelle suite. C'est vraiment la semaine des Secret suites. 2? Non, un peu plus récent que Top Secret. Cliffhanger 2, on avait déjà parlé un peu. Oui, ça fait longtemps que c'était-tu encore, je sais plus si c'était encore Rennie Harlan qui était là-dessus. Non, c'était un autre réalisateur, mais c'est...
voyons. Sylvester Stallone. C'est Sylvester qui désire ça, je pense. Ça se peut-tu? Il désirait, mais là, ne fait plus partie du projet. Ah, On a fait un... il quitte l'Ascension. Avec vraiment 124 degrés. 124? 180, je ne sais pas pourquoi j'ai 124 en tête. Très précis. Même pas, je ne sais pas pourquoi j'avais 24 en tête. Un virage de 180 degrés. Au lieu d'avoir Sylvester Stallone, ça va être Lily James. OK, t'es pas du tout dans le... Ben non, écoute, je sais même pas si c'était né. Mais oui, 30 ans, non, écoute, je sais même pas. Fait que bref, fait qu'on va ailleurs, fait que ce n'est pas une suite, c'est un reboot qu'on qualifie de Die Hard dans les montagnes. OK, c'est ça, c'est un soft reboot, finalement. Ouais, donc Pierce Brosnan est également du générique. Oui, il va être le méchant. Non, c'est le propriétaire d'un espèce de resort luxueux dans les montagnes qui reçoit un milliardaire qui, des terroristes vont débarquer chez lui. Et Lily James joue sa fille, qui est une alpiniste traumatisée par un événement. Fait que si on garde le même truc, qui va essayer d'aller ça va être son conjoint qui va mourir. Ouais, genre, je sais pas. C'était sa blonde. Il y a des bonnes chances. Donc, fait que vraiment... Fait que pas de caméo pour Stallone. Non. Puis ils n'ont pas expliqué pourquoi nécessairement que finalement qu'il avait quitté le projet. Là. Fait que, bref, à voir. Mais honnêtement, moi, Lily James, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. Cinéaste d'attaché au projet? Oui, c'est Jaume Collet-Serra. Ça me dit quelque chose, qui a fait vraiment un bon petit trailer des dernières années. C'était, ça fait quasiment déjà 10 ans, mais Shallows avec Blake Lively, le film de requin. Ouais. C'était vraiment fort sympathique. Là. Ouais. Good bird. Fait que ça, il est en tournage, donc sorti normalement pour 2025, quelque part dans l'année. Je sais pas si ça va être soit une forme de petite perle ou très, très oubliable. L'avenir nous le dira. Là, mais, effectivement. Et dernière nouvelle, un remake assez audacieux de faire, c'est American Psycho, qui est un film très culte de 2000. Ça, c'est dangereux. Ouais, mais c'est quand même Luca Guadagnino qui s'y attaque. Fait que ça, déjà là, ça rend le projet déjà plus intéressant. Évidemment, on n'a pas annoncé le casting pour le rôle de Patrick Bateman, rendu célèbre par Christian Bale. J'imagine que tous les... Écoute, ça pourrait... Harris Dickinson. Jacob Elordi, peut-être aussi, pourrait être un bon choix, je pense. Je ne replace pas, lui. Qui était dans Southburn. OK, ouais. Donc, à suivre. Assurément que le casting call va se dérouler à Hollywood et tous les jeunes comédiens entre 25 et 30 vont participer. Moi qui ai déjà dans sa tête un acteur. J'espère qu'il y a vraiment une proposition différente, parce que c'est sûr que c'est un peu sa niche, là, le sexy, là, puis plus l'érotique que le sexuel, mettons. Là. Puis il y a aussi dans ces derniers tensions films, sexuelles. Bones and All, puis tout. Là, c'est ça, qu'il y a aussi un peu de criminel puis de weird. Curieux d'ailleurs, j'ai envie, je sais pas si tu l'avais noté, mais il y a la bande-annonce de Queer, son prochain, à Guadagnino, avec Daniel Craig. Et en contre-emploi total. Contre-emploi, on est en film sexy et suant à Mexico City dans les années 50, où on suit Craig qui joue un expat américain qui vit là-bas, puis là, son quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, là, pas un mineur. Ça s'appelle Queer, hein? Fait que ça va être queer-coded, les amis. Là. Fait qu'il revisite un peu les thèmes de Call Me By Your Name. Ouais, genre, sauf qu'au lieu d'être l'enfant puis l'étudiant, c'est plus le professeur ou je sais pas, là, un sage dans la ville et autres. Là. Fait que, ça a l'air soif. Ça sort le 13 décembre sur certains écrans, là, disons. Là. C'est quand même programmation alternative. Là. Ça sera pas... c'est pas un blockbuster du temps des fêtes, mais certains cinémas devraient bien l'avoir à l'écran. Peut-être un peu moins grand public que son autre film Challengers. Ouais, quand même, effectivement, tu sais. Mais, fait que, il est en feu, Guada, là. Écoute, oui. T'as un film par année et plus. Vraiment. Moi, j'ai noté aussi Presence. Comme bande-annonce. Steven Soderbergh. C'est un Canadien, hein? Des fois, non, c'est un Américain. C'est un Américain, OK. Mais très énigmatique parce qu'il navigue tant dans les grands films de studio comme Ocean's 11, Erin Brockovich, mais il va faire des films complètement indépendants, pratiquement financés par lui-même. Ouais, puis qui ont l'air d'être tournés en 28 jours. Oui, puis écoute, il y a même un tournant cellulaire, je pense qu'il y avait cet exercice-là. Là, mais c'est dans la pandémie, il avait fait un film avec, justement...
Zoé Kravitz, je pense. Ça se peut, ouais. Ouais, qui était juste, qui s'isolait beaucoup, puis que là, à un moment donné, il y avait une histoire de gamique, puis là, elle devait... Puis je pense qu'il a tourné ça avec un cellulaire en quelques jours et tout. Là. Ben, c'est ça, il est très conceptuel. Il navigue autant dans le commercial que des projets comme ça. Aussi. Oui, c'est ça, quasiment un film par année. Donc là, il va verser dans le... Je pense que c'est un genre que j'ai jamais vu faire, l'horreur surnaturelle, avec Presence. Quand même scénarisé par David Koepp, là, qui est un scénariste de métier qui a fait les premiers Jurassic Park avec Spielberg quand même à l'époque, travaillé sur des missions impossibles. Ben, c'est lui qui revient au prochain Jurassic World aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui, vraiment. Mais lui aussi peut naviguer entre des films de grands studios puis des films d'auteur un peu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, ça a l'air d'une facture quand même minimaliste, là, c'est-à-dire... Ouais, très réaliste. Oui, très réaliste. C'est beaucoup de... Puis c'est une bande-annonce très cryptique d'une maison qui brasse, puis des habitants maison qui disent qu'est-ce qui se passe ici. Une entité qui semble demeurer là. Puis, mais pas à la sauce horror flick de jump scare. On n'est pas dans la conjuration. Non, c'est ça, ni non plus dans le found footage de activité paranormale. Je pense que ça va être une sortie quand même limitée, cela dit. Là. Je ne suis même pas certain qu'il va y avoir une version française du côté de la distribution, mais pour mi-janvier. Oui, c'est ça. C'est quand même Neon Pictures, fait que ça, déjà là, ça m'emballe aussi déjà. Puis il y a Lucy Liu qui est à l'affiche. Évidemment, des Charlie's Angels et d'Ally McBeal à une certaine époque. Oui, Lucy Liu de Ally McBeal. Ben, c'est ce qu'il avait fait connaître. Ah, ok, je savais même pas. Je pensais que c'était plus le cinéma. Là. Non, elle était vedette avec Ally McBeal, la comédienne. Elle était aussi dans Kill Bill. Ça, oui, mais elle a connu le succès à la télé. Oui, c'est ça. Parlant de scène de combat dans la neige, c'était dans son affrontement avec Béatrice. Bref. Fait que voilà, alors, voilà pour les bandes annonces. Allons-y avec les films. Écoute, commençons, je pense, avec l'américain de la semaine, Here, de Robert Zemeckis. Voilà, ici, au Québec. Et c'est la réunion avec Tom Hanks et Robin Wright, dans le fond, ce trio. Et même si on inclut le co-scénariste Eric Roth, c'était toute la gamique de... Compositeur aussi, Alan Silvestri. Le directeur photo, le concepteur de son. Fait que c'est vraiment... Plus encore que je pensais. Toute la gang de Forrest Gump, finalement. Se réunissent, Puis il y a un petit quelque chose quand même de similaire à ça, c'est-à-dire l'espèce de réminiscence des souvenirs du temps qui passe, du passé, du présent et du futur. Il y a un côté très sentimental dans le traitement aussi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe justement dans Here? Version courte, là, c'est qu'on est dans un lieu très précis, souvent qui est une maison, mais on a une caméra fixe qui a toujours le même point de vue et on va voir, on va aller en avant, en arrière, back and forth, dans le temps, avec la maison, l'éventuelle construction de la maison, les habitants qui ont été là, la maison l'autre bord de la rue, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a toujours, pour la plupart du temps, le point de vue du salon avec la fenêtre qui donne sur la rue. Puis on va voir beaucoup une famille évoluée qui est d'un ancien militaire qui va être joué par Paul Bettany, qui va avoir éventuellement 3 enfants, dont l'aîné va être Tom Hanks, qui va se retrouver à revenir dans la maison avec sa conjointe et avoir un enfant par leur tour et tout le monde grandit. Il y a des problèmes, il y a des belles affaires, mais on back and forth avec les anciens propriétaires de la maison, du monde qui tripait aviation et violon, un inventeur du fameux Lazy Boy et même les premiers colons, les Premières Nations, un petit peu les dinosaures, pas autant que Terrence Malick dans L'Arbre de la vie, toutefois, là, soyez-en rassurés. Mais quand même pour nous montrer du début jusqu'à la fin, même la maison après, la famille d'Afro-Américains qui vont vivre dans cette maison-là après. Donc, c'est quand même du Zemeckis, c'est-à-dire de défis technologiques. Donc, il y a du rajeunissement, il y a du vieillissement, il y a toutes les époques sur ces comédiens. Le fait de rester au même plan, on sent qu'il y a beaucoup d'écrans verts pour tricher. Ça, l'effet visuel d'utiliser les vignettes, un peu comme la bande dessinée de laquelle l'histoire est inspirée. Fait que c'est une folie. C'est comme... Here se retrouve à être un peu une forme de film d'auteur ou de cinéma alternatif, mais que par la présence puis l'aura de ces comédiens et du personnel, se retrouve à grand déploiement. Fait que tant mieux pour eux. Là. C'est pas qu'ils se retrouvent sur beaucoup d'écrans cette semaine. Tout à fait. Donc, tu le mentionnes, c'est tiré d'une bande dessinée de Richard Maguire, un gros pavé quand même de 300 pages, sorti en 2014 ou 2014, donc dont les droits ont été achetés par Tom Hanks et Zemeckis. Zemeckis,
autant qu'il nous a donné des trucs comme Back to the Future. Ouais, t'aimes ça, je pense. Moi, je suis un grand fan. Mais se plaît beaucoup de se donner des défis technologiques, on dirait, à chacun de ses films. Ben, le Polar Express, Fait t'as-tu que, vu aussi oui. Beowulf? Ouais, Beowulf. C'était des premiers à faire du motion cap puis des choses Ouais, comme ça. ouais. Puis t'avais Contact aussi, son film de science-fiction. Et Forrest Gump aussi, quand même, qui était assez innovateur pour l'époque. Ouais, on a utiliser des images d'archives avec le comédien et tout ça. Fait que tu sais, on sent cette facture-là, on sent que ça le motive. Curieusement, c'est quand même un réalisateur qui semble avoir délaissé un peu le cinéma plus grand public ou plus commercial depuis quand même un certain temps. Je regardais un peu sa filmographie. Là. Fait qu'on dirait que c'est... Ben, je pense qu'il fait ce qui lui tente. Oui, puis rendu à l'âge qu'il, puis le succès qu'il a, c'est bien correct que ça le motive. Sûrement dire hey, j'aimerais ça l'avoir le prochain Jumanji, mais je pense que ça l'intéresse pas, tout à fait. Fait que... Sûrement qu'il dit si vous castez pas Tom Hanks, je veux rien savoir. D'ailleurs, c'est leur 5e collaboration. Tu es capable de nommer... Tu es capable de nommer leurs 4 précédentes? Eh ben, Polar Express, Forrest Gump. Ouais. C'est parce que je veux que là, j'ai un blanc. Castaway, c'était lui, ouais. Très bon film, ça. Le dernier, peut-être... C'était-tu en animation aussi? Semi-animé? Non. Ah, je sais plus. Mais il était un peu oublié parce qu'il est sorti directement sur une plateforme. Ah, c'est Pinocchio? C'était Pinocchio sur Disney+. Voilà. Donc, fait que Air est quand même intéressant à regarder, à observer. Esthétiquement, je trouve ça intéressant qu'on se sert des cases de bande dessinée justement pour situer le temps, faire progresser le récit, revenir en arrière. Tu vas voir comme l'image... Puis là, il y a comme une vignette où là, il y a une lampe, puis tu comprends que la lampe sur le buffet est d'une autre époque, puis là, le reste de l'image va se transformer. Puis là, OK, là, on est dans le passé, on est dans le futur, Puis des fois, le futur, c'est 2 jours plus tard, mais d'autres fois, c'est comme 30 ans. Puis... Oui, c'est ça. Fait que c'est un exercice de style assez intéressant à voir. Moi, je dois avouer que, n'étant pas un grand fan de Forrest Gump, ah ouais, OK. Fait que ce côté-là très sentimental de Here m'a un peu agacé. Mais il est beaucoup appuyé par la musique énormément d'Alan Silvestri, qui est très reconnaissable. Chant libre et tout, fait que j'aurais aimé peut-être un traitement peut-être un peu plus différent. Ouais, c'est ça. Mais ceci dit, aussi, l'emphase est beaucoup mise sur le processus de rajustissement des comédiens. Là. De Tom Hanks, c'est de Robin Wright qui se joue donc à 20 ans et on les voit évoluer jusqu'à leur âge, même un peu plus vieux qu'ils sont réellement aujourd'hui. Fait que ça a été quand même pas si mal, mais je trouve le problème, c'est que on dirait que quand c'est juste utilisé pour une scène que Marvel l'ont fait souvent dans leurs films, et on voit un Michael Douglas ou un Samuel Jackson, on les voit pas trop longtemps, je trouve que ça passe bien. Uh-huh. Mais je suis pas encore habitué à l'œil de voir sur une longue période de temps dans un film, là, dans de longues scènes. Je trouve que c'est encore déroutant parce qu'on sait que c'est pas eux, parce que nécessairement, ils n'ont pas cet âge-là. Donc, on veut pas, on cherche la faille. Le cerveau, c'est ça. Comme Indiana Jones, qui était un des mieux faits, mais quand même, on fait juste parler de comme, hey, la séquence de train de 20 minutes, puis c'est ça qui a coûté 200 millions, puis etc. Puis... Mais ici, qui est quand même, je dois avouer, assez bien réussi. Là. J'ai été assez bluffé quand même. Puis je pense que la seule chose qui trahit un peu ça, je pense qu'il va voir qu'ils travaillent là-dessus, les cinéastes, c'est la voix. Parce qu'ils semblent utiliser la voix vraiment que les comédiens aujourd'hui, mais nécessairement leur voix elle a changé. Ben, c'était le défaut de Indiana Jones qu'on notait sur cette scène-là. Et le film aussi avec Pacino puis De Niro aussi. Là, Irishman. The Irishman aussi. Fait que c'est le même problème. Puis il y avait même la gestuelle. En plus, la gestuelle, c'est ça. Que là, ici, Tom Hanks c'est un peu plus jeune. Là, fait que ça paraît un peu moins. Ouais, puis il n'y a pas de scène d'action comme telle. Il n'y a pas à se battre. mais quand même, on voit qu'écoute, cette technologie-là évolue de film en film à chaque fois qu'elle est utilisée. Et d'ailleurs, on a utilisé un nouveau logiciel, une nouvelle façon d'intelligence artificielle où les comédiens étaient vraiment rajeunis en temps réel sur les moniteurs. Okay. Donc, pas en post-production. Fait que j'imagine que ça devait aider, faciliter le travail d'un peu tout le monde, là, de se voir finalement à cet âge-là. Fait que pour les comédiens, ça doit être quand même un peu flippant de voir, j'ai l'impression. Là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Puis des comédiens comme ça aussi. Je sais pas si ça marcherait bien sur moi. Je suis pas si vieux que ça, mais me remettre à 18 ans ou quelque chose comme ça, s'il n'y a pas vraiment de footage de ça. T'sais.
Tandis qu'un Tom Hanks, il en existe de la vidéo de tous les angles et de toutes les affaires, tu sais, fait que je sais pas comment fonctionne cette technologie-là. Là. C'est sûr qu'il existe des photos de moi, mais il n'y a pas des vidéos complètes 360 de moi, de ma tête, Mais remarque déjà que les deepfakes, on est capable de faire de quoi. Fait que je pense qu'on n'aurait même pas besoin de vidéo. Ouais, probablement. Fait que bref, alors voici pour Here. Si vous appréciez le travail de Tom Hanks et de Robert Zemeckis, je pense que vous serez pas... Ouais, puis comme tu as mentionné, surtout c'est un film de bons sentiments. Ouais, c'est ça, oui. Pas larmoyant, là, mais qui, pour certains moments, on cible ici aussi tu sais, la vie réelle, comme je dis, les bons trucs, les premiers pas des enfants, mais aussi quand ça va pas bien, des non-dits dans des mariages, des choses comme ça, puis 2-3 repas de Thanksgiving aussi, puis ça tombe bien avec la sortie du film quelques semaines avant le grand Thanksgiving américain. Là. Fait que, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'on l'a sorti à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, passons au suivant. Allons-y avec Frères d'Olivier Casas. Ouais, une production française avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz qui sont les têtes d'affiche. C'est inspiré d'une histoire vraie de 2 frères qui, à l'âge de 5 et 7 ans, là, dans les années fin 40, ont été abandonnés par leur mère. Ils sont comme allés vivre dans le bois pendant 7 ans, coupés de tout. Puis des fois, ils allaient dans les centres-villes voler les centres-villes de village, là, voler des petits trucs, puis faire des petites job-ins, puis retourner vivre dans le bois. On comprend qu'ils sont pas perdus dans le bois, mais qu'ils décident de vivre en marge de la société. Ils se cachent dans le bois, puis ils ont comme été témoins d'un petit crime ou quelque chose, puis ils ont peur d'avoir des représailles pour ça, fait qu'ils se cachent dans le bois. Puis, éventuellement, ils vont être rapatriés par les services sociaux et le film est déconstruit dans le temps aussi. Ouais. Donc, on les voit maintenant à l'âge adulte. Il y en a un qui déconnecte un peu puis il s'en va s'enfuir dans une cabane au fond de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, j'avoue, j'étais un peu surpris. Dans le Québec-Canada. C'est même pas une coproduction Québec-France. C'est un film français qui ont juste décidé de venir tourner au Québec. Et fait qu'on comprend que, en fait, ça a vraiment perturbé leur vie. Mais aujourd'hui, il y en a un qui est architecte, l'autre, je me souviens pas, médecin. Mais il y en a un qui vit quand même ça beaucoup mieux que l'autre, son adaptation. Et ils n'ont jamais dit à personne que ça s'est arrivé. Fait que toute leur famille, il y en a un qui a une famille, l'autre non, mais leur famille actuelle et tout, ils sont pas au courant de toute cette affaire-là. Fait que c'est un gros secret. Fait que tu comprends qu'ils essaient de dénouer ça, puis au même moment, nous, en tant que spectateurs, on découvre qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette chronologie-là. Puis c'est encore plus capoté de savoir que c'est d'une histoire vraie, tout ça. Là, le récit de ces 2 frères-là qui ont, à 5 et 7 ans, ils ont appris à survivre dans le bois. Il semblait avoir déjà quelques habiletés à tout ça, mais il y a beaucoup d'affaires qui ont développé. Puis tu vois 2 gamins tout crasseux. Fait qu'ils sont joués à l'âge adulte par Attal puis Kassovitz. Là. C'est pas du de-aging. Ils ont vraiment pris des enfants de 2... parce que deux trames différentes, 5-7 ans puis le 10-12 ans là, à peu près. Là. Voilà, je ne vais pas tout divulgacher ce qui se passe, là, mais je passe la balle un peu. Oui, c'est d'autant plus étonnant, parce que ça peut paraître tellement rocambolesque, mais vu qu'un des 2 frères est toujours vivant aujourd'hui, et il est ami avec le réalisateur, je ne sais pas si tu es allé lire un petit peu comment le projet... Oui, fait que c'est ça, fait qu'eux, Olivier Casas et c'est Michel de Robert, sont amis depuis une vingtaine d'années, fait que ça, c'est l'architecte. Puis... on le voit à la fin du film, d'ailleurs. Oui, là, c'est comme ça. 90 ans à cette heure-là. 80. Ouais, 80 peut-être. Et c'est vraiment, je pense, en 2015 qui se sont juste mis à parler parce qu'il l'a vu en train de tailler des pièces de bois et tout ça. Pour un jeu d'échecs, moi, je sais pas. Puis finalement, il a décidé de parler de son passé, finalement, à Olivier, qui trouvait ça tellement capotant comme histoire, fait que finalement, il a décidé d'adapter ça au cinéma. Puis c'est quand même un architecte assez réputé, là, le monsieur, aujourd'hui. Là, fait que ça donne encore plus de crédibilité à l'histoire et tout ça. Fait que c'est assez fou. Et on l'apprend aussi un peu avec le film, et que l'après-guerre, il y a beaucoup d'enfants, d'orphelins, ou en tout cas qui ont été kidnappés, puis on ne sait pas trop à qui ils appartiennent, puis d'où ils viennent. Qui ont été laissés à eux-mêmes, puis qui sont un peu des sans-abri, ils ont erré. Ou parce que leurs parents sont morts aussi. Effectivement. Fait que nous, c'est pas quelque chose qu'on a vécu, mais qui semble être
quand même, je dirais pas un énorme enjeu, mais qui est arrivé réellement là, dans l'Europe d'après-guerre. Avec le temps, il y en a beaucoup qui sont juste décédés, puis les choses se sont replacées, entre guillemets. Ouais, ou tu sais, mais tout simplement qu'on a perdu leurs traces, mais qui se sont refait une vie ailleurs, puis... Fait que c'est ça. Fait que c'est assez particulier, mais c'est un film qui est vraiment très accessible, honnêtement. Là. Quand même un film très grand public. Je pense que, ouais, c'est l'histoire, tu sais, votre curiosité, là, qui est quand même assez originale, il faut le dire. Je pense que c'est un film qui peut être très intéressant. Ouais, c'est un bon moment de cinéma aussi, je trouve, quand même. Puis le Québec est pas trop cliché, là. C'est sûr qu'il y a une espèce de trappeur qui va les voir qui leur loue le petit chalet puis qui va les voir, mais écoute, je vis pas en Abitibi l'hiver, là, c'est peut-être ça. Ça se peut que ça soit très plausible. Mais d'ailleurs, je trouve ça cool qu'il va au... le bord du petit village, là. Ils nomment pas exactement quelle ville qu'ils sont. Puis, si tu veux avoir des nouvelles, tu vas là. Parce que si tu cherches quelqu'un, il est probablement passé par le seul bar ou ceux qui l'ont vu dans le bois, ou etc. Effectivement, des bonnes chances. J'aurais été curieux de poser si effectivement ils ont fait ça. Donc, si ce sont... parce que dans le fond, ils reviennent dans le coin de l'Abitibi où ils étaient venus une trentaine d'années. Donc, est-ce que ça, c'est réel ou ça a été juste ajouté pour l'histoire? Mais en même temps, c'est tellement random de faire ça en Abitibi comme ça. Fait que probablement qu'ils ont dû faire ça, j'ai l'impression. C'est drôle parce que justement, toutes les autres, ils voient, les Français qui viennent visiter, là, qui veulent sûrement louer des motoneiges puis tout. Puis là, vous allez dans le bois l'hiver, là, c'est raide en tabarouette, êtes-vous sûr? Puis là, ouais, on fait un peu de camping, on connaît ça. Puis comme, mais sans se douter que les gars ont survécu dans le bois, dans leur jeunesse, à chasser puis à se débrouiller. Là. Ouais. Fait que voilà, allons-y dans le... Parlons de jeunesse et de se débrouiller. Ouais, dans le un peu plus pointu, il faut le dire, mais quand même intéressant. Là d'où l'on vient, de Myriam Joubert. Ouais, exact. Ou dans son titre international, Who Do I Belong To, qui est une coproduction de plein de pays, dont le Québec-Canada. On est en Tunisie, dans une petite ferme au nord, où deux parents vivent avec leur jeune fils Adam. Et leur quotidien va basculer lorsque Mehdi, qui est, je pense, c'est le fils le plus âgé, revient où il était parti combattre avec Daesh, mais sans son autre frère. Donc, il était 3 fils. Eux vivent avec le plus petit. Le plus vieux revient et celui du milieu, qu'est-ce qui se passe avec? Il est où, lui? Fait que, et en plus, il revient avec une femme enceinte en disant « c'est ma femme », toute voilée, qu'on voit juste les yeux. Fait qu'ils vont essayer de recoller un peu les pots cassés et nous, au travers de ça et ce dialogue très poétique et esthétique, on va comprendre tranquillement qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de radicalisation et pourquoi est-ce qu'il est de retour et qu'est-ce qui s'était passé avec l'autre frère et avec cette madame surprise qui est là et qui dit rien. Mm-hmm. Pas mal ça. Film très beau, très esthétique, comme une poésie visuelle. J'ai trouvé quand même super beau la scène où j'avais jamais vu ça de profil. On voit comme quand quelqu'un va parler à l'oreille d'un autre, mais de côté, là, c'est comme les joues se frottent. Ouais. Puis c'est filmé comme de côté, puis tes voix s'avancer tranquillement. Je trouvais ça super esthétique, mais il y a beaucoup de plans comme ça qui sont synchronisés puis arrangés avec la fée des vues, là, comme on dit. Là, c'est ça. Comme tu dis, c'est un film qui est très contemplatif où les cadrages sont vraiment sur les visages des comédiens. C'est des gros plans, c'est même un format square, le carré, pratiquement. Là. Fait qu'on est vraiment dans l'intimité, beaucoup dans le non-dit aussi dans le film. Fait qu'il faut décoder un peu, mais il y a quand même quelques scènes clés qui viennent nous faire comprendre le récit. Ce qui nous aide, c'est qu'on suit une espèce d'ami de la famille qui est un jeune policier. Ouais. Puis lui, il commence à avoir des disparitions dans le village, des animaux morts, des choses. Alors, c'est un film de loup-garou, là, mais c'est pas ça. Mais il y a quand même un petit côté code thriller, quand même, parce que justement, il y a des gens qui vont disparaître, ou en tout cas même des meurtres. En tout cas, fait qu'il y a ce petit côté-là qui puis le fils qui revient, il faut un peu qu'il le cache parce que sinon il est recherché par la police, vu qu'il s'est enrôlé du côté des extrémistes. Là. Puis une scène particulièrement assez éprouvante à voir aussi, que j'ai trouvé intéressante de la façon qu'on amenait ça, où on apprend un petit peu plus sur le personnage féminin. Mm-hmm. Moi, je vous suggère, si vous allez voir le film ou vous voulez le voir, faites-le en complément avec son court-métrage tourné d'avant qui s'appelle Brotherhood, qu'on peut trouver sur YouTube par Myriam Joubert. En fait, c'était son 3e court-métrage et Brotherhood
a eu un succès incroyable. Il s'est ramassé aux Oscars. Oui, avait gagné le prix au Festival du film de Toronto, au TIFF, le prix Iris du meilleur court-métrage québécois, et nommé aux Oscars. C'est pas pour rien. Meilleur court-métrage de fiction. Et c'est inspiré de Brotherhood. Dans le fond, Brotherhood, c'est un peu la même histoire, mais là, du point de vue du père. Alors que là, ici, on est du point de vue plus de la mère. Ouais, elle voulait d'ailleurs l'appeler Motherhood au départ. Oui, effectivement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes comédiens. Oui, c'est ça. Toute la guerre, autant les parents. Puis ça a été tourné comme 6 ans plus tard. On voit que tous les enfants, c'est la même trame. C'est juste que le plus jeune, au lieu d'avoir, je sais pas, 7 ans, il y en a plus comme 12. Oui, c'est assez le fun comme exercice. Puis, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui jaser à Myriam. Donc, on va voir... Oui, parce que c'est une Tunisienne. Tunisienne qui a grandi aux États-Unis, mais qui est venue étudier au Canada, à Concordia, et qui reste à Montréal depuis. Donc, elle parle un petit peu français, mais l'entrevue s'est quand même faite en anglais, mais ça va être un entretien papier. Fait que ça va être sur le site de Mon Ciné. Mais ça a été un entretien quand même très intéressant où elle a parlé de comment elle a découvert ces 3 comédiens-là. En fait, ils ne sont même pas des comédiens. Elle faisait du repérage en Tunisie pour son court-métrage et elle est tombée sur eux qui étaient sur le bord de la route. Donc, c'est vraiment... C'est des vrais frères? C'est des 3 vrais frères. Okay. En fait, il y avait les 2 plus vieux sur la route. Elle les a abordés, elle les trouvait intéressants. Elle leur demandait, peux-tu vous prendre en photo? Ils sont roux, sont beaux, plein de taches de rousseur. Oui, c'est ça. C'est pas le portrait typique qu'on a des Arabes. Ils ont refusé, en fait, parce que là, c'était comme... C'est un peu étrange, quelqu'un débarque, on va te prendre en photo, puis t'es avec le directeur photo de tous ces courts-métrages et ces films. Là, donc, si tu veux, c'est Vincent Gonneville aussi, je vais en parler après. Ouais. Et puis, finalement, elle est revenue 6 mois plus tard pour justement préparer son court-métrage. À ce moment-là, elle n'était pas encore en pré-production, mais c'était plus un voyage comme ça. Et elle est retournée au village, elle a essayé de les retrouver, parce qu'elle n'avait même pas leur nom. Finalement, elle est retombée dessus. Puis dans sa tête, là, à ce moment-là, le scénario était écrit. Elle avait écrit le rôle d'un 3e frère, un jeune 3e frère. Elle ne savait pas. Quand elle débarque chez eux, c'est lui qui répond à la porte. Fait que c'était comme la providence, là. C'était assez capoté. Fait que finalement, ils ont accepté de participer dans le court-métrage. Puis... Mais eux qui jouent les parents, c'est d'autres eux, c'est vraiment des comédiens établis. Ouais, c'est ça. Donc là, elle a vraiment travaillé avec eux. Puis lorsqu'il est venu le temps de faire ce long-métrage-là, pour elle... C'est un choix évident qu'elle voulait les reprendre et tout ça. Là. Fait que ça elle a vraiment transformé leur vie quand même. Ça doit être assez particulier. C'est un film choc sur un enjeu de société là-bas et tout. Fait que vous allez en prendre plus sur ce papier-là, mais je vous invite à aller lire si vous avez vu le film ou vous allez le voir. Là, c'est intéressant. Puis justement, on mentionnait tous deux l'excellente direction photo, le point de vue artistique là-dessus. Puis ben c'est ça, Vincent Gonneville, non seulement d'avoir travaillé avec elle, récemment a fait Jour de chasse, qui était aussi un thriller québécois qu'on disait beaucoup de bien visuellement. Vraiment. Et on va reparler de lui dans 2 semaines pour Berger. OK. Fait que c'est un Québécois, il fait partie de toute cette coprode-là. Fait que il y a une grosse année 2024 pour lui, des très beaux films et tout. Berger, on l'a pas vu encore, très hâte de voir aussi. Là, des films montagne, très durs à faire aussi. Parce que des lieux extérieurs, d'autres pays, tout ça. Fait que, intéressant. Ça serait le fun d'y jaser. Vraiment. Et on n'a pas mentionné, mais évidemment, c'est un film qui est en version originale, sous-titré français ou anglais, dépendamment de quel cinéma et what are you listening to. Voilà, je pense pas qu'il est sur beaucoup d'écrans, mais vous savez le genre de cinéma de votre région ou quoi que ce soit, ou qui peut peut-être arriver en visionnement spécial, les journées thématiques de ciné-club, de films en périphérie hors Montréal. Je mentionne une autre sortie, Hit Pig, le film, version française de Hit Pig, nouveauté d'animation pour la famille. On entend moins parler parce que ça vient pas d'un gros DreamWorks ou Pixar, Disney, etc. Là. C'est un film de production indépendante américain où un cochon chasseur de primes se fait demander de ramener une éléphante en fuite à un espèce de directeur mégalo d'un cirque de Las Vegas. Puis lui, il est comme, yes, les bidous, je le fais, je vais chercher. C'est un film où tous les animaux parlent, mais les humains aussi. Puis... en cours de route, va réaliser comme finalement, c'est peut-être pas un bon contrat, au sens qu'il est peut-être pas tant cool, ce propriétaire de cirque, il ne traite pas bien son éléphante. Mm-hmm. Fait qu'il va revirer son fusil d'épaule et tomber du côté des animaux en fuite.
Très sympathique. Les voix originales, on a Jason Sudeikis, Ellie Singh et Rainn Wilson, connu pour surtout son rôle de Dwight dans The Office, voilà. Fait que c'est un film qui célèbre, là, c'est ça, l'amitié, les familles comme les Chosen Family, si on veut, comme Fast and Furious. Et voilà, le bien-être des animaux aussi, à travers ça, un peu peut-être comme moi de mon époque, Toby était... le premier Toby, c'était ça, là, le chien qui se faisait battre par son... travailler dans un cirque et tout. Voilà, un petit film sympathique pour tout le monde. Si vous avez vu Robot Sauvage, c'est une nouvelle offrande dans plusieurs cinémas. Surtout que le temps pluvieux s'en vient, là, novembre et tout ça. Ouais, exact. Fait que belle offrande. Puis d'ici les prochains films, ça va être Moana, Mademoiselle Bottine, qui sont à la fin du mois, le 27-29 novembre. Fait que ça fait au moins Robot Sauvage plus Hit Pig. Allez voir en famille. C'est tout pour les sorties. Ça fait suffisant. Le reste doit être plus niché. Et ouais, c'est ça. On verra comment ça se passe. Mais les 8 et 15 novembre, on va avoir beaucoup de films à discuter. Oui, écoute. Et même l'autre d'après, parce qu'il y a des films du Thanksgiving qui sortent le 27, plus le 29, plus... et 6, 13, ça va être des grosses semaines. J'espère qu'on va regarder ça sous le 1 heure. On va essayer, on va se discipliner. Ouais, ça nous fait beaucoup de films à voir, mais ça, c'est toujours un heureux problème. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le coup d'envoi de la grosse saison du cinéma québécois. Le Cyclone de Noël, le film très attendu. Puis ici, au sein de Mon Ciné Balado, il y a des fans. On représente pas le public cible, mais je sais pas, la bonne division entre toi qui écoutes la série en famille, qui capote, qui a bien hâte de voir le film et discuter avec l'équipe. Moi qui ai écouté comme un épisode, puis j'ai fait « Oh, c'est pas pour moi ». Fait que je suis curieux de voir que le charme, si le charme du film va opérer sur moi, mais assurément qu'il y a des côtés positifs. Fait qu'on devrait aussi avoir la chance de rencontrer une partie de l'équipe pour discuter avec eux. C'est quoi, ça fait 4-5 saisons, la télésérie? Ouais, je pense que c'est 4. Puis il n'y en a pas beaucoup des téléséries québécoises qui se sont transformées en films. Il y a eu l'inverse avec les Boys. Puis sinon, à Brûle-Pourpoint, je suis pas certain que ça s'est passé souvent, là. Il y a eu Maman Lascales qui est devenue Miss Météo. Mais Miss Météo, c'était une télésérie ou c'était un TV movie? Je me souviens plus. Je me rappelle pas. À voir, de Nathalie Petrovski, tout ça. Faisons nos recherches pour en discuter la semaine prochaine. Comme mentionné d'entrée de jeu, on va parler de Anora de Sean Baker, la Palme d'Or, qui lui aussi va être distribué en version française, version anglaise ou version sous-titrée français. Fait que pour toute la famille, vraiment pas un film pour toute la famille. Pour les fans d'horreur et de suspense, Hérésie avec Hugh Grant dans ce contre-emploi qui challenge la foi de deux jeunes mormones, je sais pas si ça se dit, pratiquantes de l'église mormon. Voilà, contactez-nous comme d'habitude par courriel balado@commercialmonciné.ca et suivez-nous ou contactez-nous sur les médias sociaux. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et le Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et d'ailleurs, surveillez l'entretien avec Myriam Jobber qui sera en ligne très bientôt au courant de la semaine prochaine. Oui. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous pensez partir en forêt pour 7 ans, amenez-vous donc des vêtements chauds. Un bon couteau suisse. C'est pratique, oui.